bonjour à tout le monde, à toutes et à tous qui sont ici présents. Mais donc, on va animer effectivement cette petite session. J'ai le plaisir de le faire avec Alix. C'est la première fois qu'on anime un webinaire ensemble. Donc, voilà, chouette expérience qu'on va vivre ici avec vous. Donc, on terminera à l'heure pour vous donner un peu le principe. On va présenter pendant trois quarts d'heure, une heure, avec beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges. Et puis après, on aura une session plus vraiment très interactive aussi pour répondre à vos questions. Donc voilà, le chat est là. N'hésitez pas à l'utiliser un maximum. Et si vous voulez interagir, levez la main aussi. Et voilà, si vous voulez allumer votre caméra, allumez-la. Sinon, voilà, vous pouvez rester plus discret si vous êtes timide. Alors, on va tout de suite démarrer parce que ce qui est important aussi pour nous, c'est de mieux vous connaître aussi, vous qui suivez ce webinaire. Et donc, on va faire une petite session WooClap où on va vous poser quelques petites questions. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais vous demander de répondre aux 5-6 questions qu'on a pour vous aussi. Et comme le dit Olivier aussi, bon appétit, parce que peut-être que certains sont en train de manger en nous écoutant. Voilà, ils nourrissent leur estomac et leur esprit en même temps. C'est quand même magnifique de pouvoir faire ces deux choses-là en même temps. Parfait, alors je vous partage ça et puis hop là, on peut y aller. Très bien. Voilà, merci. Ça nous a permis d'un peu Oui, cadrer merci. ici la session et de voir voilà, quelles étaient un peu vos attentes, vos définitions, qui vous étiez. Mais peut-être on va prendre maintenant un petit peu plus de temps. Je pense qu'on va prendre une demi-heure chacun pour se présenter, hein, Alix? Non, non. Peut-être deux, trois minutes. Alix, pour toi, un peu plus en détail, présenter un peu ton parcours qui tu es, parce que ça peut être intéressant pour voir après, dans le processus de veille, comment tu es arrivé à ça aussi en fonction de tes différentes Oui, expériences. Donc voilà, je te laisse la parole. oui, oui. Alors moi, je suis Digital Learning Designer depuis 4 ans maintenant. Donc, je suis revenue de 20 ans d'expatriation il y a 4 ans et je me suis réorientée. Et c'est là que j'ai rencontré Jérôme d'ailleurs. On est étudié ensemble un diplôme à Paris-Descartes pour devenir Digital Learning Designer. Et donc, j'ai travaillé pendant jusqu'au mois de mai, là, maintenant à temps plein chez Actiris, dans la cellule Digital Learning. Et depuis le mois de mai, je travaille à mi-temps chez Actiris et à mi-temps comme indépendante. J'offre les mêmes services pour d'autres projets, on va dire. Alors, mon rapport à la veille, c'est en fait, au début, j'étais un peu dilettante, comme ça, je me disais, tiens, ça m'intéresse d'être inspirée, de recevoir des informations nouvelles, etc. Et en fait, je me suis vraiment prise au jeu. Donc, je peux pas dire que je suis une professionnelle, mais je suis vraiment quelqu'un d'assez mordu. Et je pense qu'on peut vraiment, il y a vraiment un côté très attachant parce que la veille, c'est pas que lire des articles. On peut vraiment suivre des gens dans leur parcours professionnel, dans leurs doutes. Il y a beaucoup on peut suivre des personnes qui nous inspirent, qui partagent leur quotidien. Ça peut nous parler. On peut rentrer en contact grâce à cette veille maintenant très facilement avec les réseaux sociaux. Donc, euh, donc voilà, j'ai été captée par la veille et je la pratique. Alors, pas tous les jours, parce que forcément, par tous les jours, c'est pas possible, mais vraiment très régulièrement. Et puis, j'ai des périodes aussi où en vacances, c'est vrai que j'aime bien me déconnecter et c'est pas grave. On peut récupérer et l'information arrive toujours. Donc, il y a toujours des bonnes choses à prendre. Mais j'essaye en fait de ne pas avoir un rapport non plus culpabilisant et stressé par rapport à la veille. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations et l'infobésité, c'est un vrai sujet pour moi. Donc, c'est pour ça qu'on a mis au point une méthode qui permet de ne pas être débordé en fait par la veille d'informations. Voilà, Jérôme, je te laisse la parole. Oui, top, merci Alix. Pour ma part, je dirais que moi, la veille m'a permis aussi un peu de me réorienter, puisque à la base, j'ai pas du tout une formation en learning design, hein, ou en sciences de l'éducation ou autre. J'avais commencé même une thèse de doctorat en sociaux. Et puis voilà, je me suis réorienté au fur et à mesure en m'intéressant en fait, vis-à-vis de ma veille. Je me dis, ah, là, il y a quelque chose d'assez intéressant en suivant des personnes, en suivant des événements aussi, on va y revenir, puisque ça peut aussi faire partie de la veille. Et donc, il m'a, par mes expériences aussi, en me formant un peu sur le tas à la base,
j'étais learning designer dans différents environnements, hein, associatifs, industriels aussi. J'étais chez Fluxys dans le gaz. Alors, je n'ai aucune connaissance en gaz, mais c'était assez intéressant aussi de développer des formations dans cet environnement-là, hein, en travaillant avec des experts contenus. Mais donc, il y a aussi cet intérêt pour la veille et se rendre compte à cette période-là, dans un moment très précis, je devais faire la veille sur un sujet très particulier. Et donc, c'est aussi une manière de faire la veille. Pendant 3-4 mois, c'était voilà, sur, par exemple, les atmosphères explosives. Je devais faire pendant 3-4 mois une veille vraiment là-dessus, quoi. Donc, voilà. Merci. Oui, j'étais dans le gaz. Oui. Dans tous les sens du terme, hein, on peut le voir comme ça. Euh, j'en perds le fil. Oui, et donc voilà. Mais maintenant, depuis 4 ans, maintenant, je suis chez Sephora. Hein, donc, pas les cosmétiques et les crèmes et les parfums et tout ça. Mais donc, et j'entends déjà les gens qui me disent oui, mais tu en aurais besoin pourtant. Enfin, bon, bref. Mais donc, organisme de formation pour la CP200, donc Fonds sectoriel de formation. Et donc, où je coordonne une équipe un centre d'expertise pédagogique de manière un peu pompeuse. Mais donc, on accompagne tous les concepteurs de formation d'un point de vue pédagogique, on les conseille et autres. Et donc, dans le cadre de notre mission, on a aussi une grosse veille à faire aussi pour après pouvoir conseiller, orienter, guider tous nos concepteurs de formation. Et donc, la manière dont on structure la veille dans notre équipe aussi, ça fait partie de nos missions, donc on doit bien la structurer également aussi. Donc, il y a une veille personnelle, mais il y a une veille aussi vraiment au niveau collectif dans le cadre de ma fonction que j'ai à mener aussi. Donc, je partagerai ça avec vous également aujourd'hui. Et donc, oui, j'ai connu Alex aussi après m'être formé un peu sur le tas, je voulais mettre toutes ces connaissances un peu aussi de manière structurée et un peu à jour. Et donc, en ayant suivi cette formation à Paris Descartes, on s'est connus là, Alex, et puis on s'est un petit peu reperdu de vue et recroisé maintenant. Donc, ça, c'est chouette aussi. Donc, voilà, mais assez parlé de nous. On va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vais vous partager mon écran qui va vous montrer un peu le support qu'on va utiliser et un peu la route qu'on va prendre ici avec vous pendant tout le webinaire. Eh ben donc, nous avons, donc, vous voyez ici le petit chemin qu'on va parcourir ensemble, donc de 1 à 10. La première étape, qui êtes-vous? On a fait un peu cette connaissance-là avec vous aussi. Qui nous sommes? On a pris quelques minutes pour rapidement faire les présentations et les rapports qu'on avait à la veille. Et puis après, vous voyez que il y a encore 4 étapes qui sont représentées par les couleurs. On va donner un peu le cadre. C'est quoi, comme on disait, une définition, c'est quoi et à quoi ça sert. Et puis, on aurait une partie sur organiser sa veille. Et donc là, Alix parcourra les points 5, 6, 7 avec vous sur comment l'organiser. Et alors, on vous disait aussi il y avait une phase de proactivité aussi, ou d'activité, en tout cas, de ne pas toujours être passif. Et donc, pour les points 8 et 9, je vous ferai un petit partage d'expérience, vous donner quelques petites infos là-dessus. Et on terminera par à vous de jouer aussi et de vous proposer un petit exercice pour pouvoir vous-même déjà un peu identifier, créer, mettre les premières bases de votre veille et que vous pourrez tester à la suite de ce webinaire. Voilà donc pour le menu du jour. Si on prend le point 3 ici, on voulait savoir finalement c'est quoi la veille. Vous voyez la définition ici et je pense que c'est important, les mots qui sont évidemment en bleu qu'on veut mettre en avant. Et donc surveillance, et ça rejoint aussi pas mal de choses que vous aviez dans le WooClap aussi, en disant s'ouvrir à nouvelles idées, être au courant, voir les tendances. Et donc cet aspect un peu de surveillance, d'être un peu alerte par rapport à tout ce qui pourrait se passer aussi. Paramétrable, et ça, Alix y reviendra aussi, mais donc se dire, OK, déjà définir qu'est-ce que je veux, quels sont les sujets que je veux définir, avec quels outils et autres. Et alors, évidemment, automatiser, on parlait du temps. Alors, nous voilons pas la face, faire de la veille, ça prend du temps, effectivement, mais il y a moyen de gagner du temps aussi en automatisant pas mal de process avec certains outils aussi, et on y reviendra également, qui permettraient à certaines choses peut-être de venir à vous ou vous d'aller les chercher, mais d'automatiser certaines choses aussi. Mais donc, et dans la deuxième partie, c'est donc informer des publications les plus récentes sur un domaine de recherche ou un centre d'intérêt particulier. Et je pense que ça, c'est un élément important aussi, c'est de se dire, il y a tellement d'infos, et Alix, tu en parlais, d'infobésité, il y a tellement de choses
pour l'instant, et ça va aller qu'en s'accélérant aussi par rapport à la disponibilité de l'information, que c'est important. Et je dévoile un peu, mais la première étape sera déjà de savoir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez savoir. Et je pense que c'est ça aussi, c'est définir un peu quel est votre scope de recherche, de veille que vous voulez faire, pour après pouvoir cibler qu'est-ce que vous voulez en faire, quoi. Et si on prend la définition de la veille, parce que ce qui est assez intéressant aussi, parce que moi je travaille dans un environnement bilingue, Alix aussi, c'est en néerlandais, ils n'ont pas de traduction, il n'y a pas de mot en fait pour la veille. Soit ils disent veille, et même en anglais, c'est entre monitoring, mais c'est pas vraiment monitoring. Il y en a qui utilisent intelligence. Donc veille est un mot très assez particulier. Et je pense qu'en boutade, il y avait aussi dans la petite présentation quelqu'un qui disait le jour avant le lendemain. En fait, si on prend la définition vraiment de la veille, dans le sens le jour d'avant, c'est la veille de. Mais je pense que le sens est assez intéressant aussi de dire est-ce que c'est pas pour avoir un peu un temps d'avance ou de voir ce qui va se passer demain. Et moi, je me tiens au courant de ce qui va se passer demain pour pouvoir aussi voilà, peut-être anticiper, prendre les décisions et être un peu sur la balle. Et donc, ça rejoint en fait une fois qu'on a défini un peu c'était quoi, donc on se souvient avec les mots voilà, surveillance paramétrable et automatisée sur un domaine particulier. Mais finalement, pourquoi faire de la veille? Et donc, ce que je disais, avoir un peu une longueur d'avance, donc le fameux jour d'avant aussi, et donc distinguer des signaux faibles, des points de bascule, des tendances qui arrivent. Et je pense que ces dernières années, ne fût-ce qu'au niveau de la technologie, on voit qu'il y a eu quand même quelques points de bascule, en tout cas. Évidemment, on pense à Covid, digitalisation de toute une offre de formation. ChatGPT et l'AI, on arrive à quelque chose où pour l'instant tout le monde teste un peu maintenant, et donc se tenir au courant de ce qui existe comme outil, mais comme pratique aussi, quelle place on se donne, c'est intéressant, c'est plus que nécessaire même de voir un peu ce qui se fait aussi. Et donc pour ça, voilà, étayer sa connaissance aussi de ce secteur-là pour pouvoir s'y adapter au mieux également, quoi. Alix, tu voulais réagir? Oui, par rapport aux signaux faibles, par exemple, j'ai trouvé vraiment intéressant. À un moment donné, on sentait vraiment dans ma veille, je sentais qu'on parlait beaucoup des chatbots en formation. Et on voyait vraiment la conversation qui s'alimentait à ce niveau-là, avec aussi la difficulté de se dire, oh là là, en matière de conception, ça va être assez douloureux. Et puis tout d'un coup, on a vu vraiment un point de bascule, c'est ChatGPT qui a vraiment tout raflé. Donc c'est vraiment intéressant de voir les signaux faibles, les murmures qui arrivent et qui peuvent soit ne pas aboutir, soit vraiment arriver à quelque chose de tout à fait novateur dans lequel tout le monde va être embarqué. Donc c'est vraiment intéressant de sentir ça en fait. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Oui. Et tout à fait. Et pour rebondir là-dessus, un autre exemple, moi qui m'a marqué personnellement, aussi par rapport à la technologie, c'est tout le métaverse. Où à un moment, c'est tout le monde va se former dans le métaverse. Oui. Et je pense que ça s'est un peu essoufflé. on le voyait partout, Oui. tout le temps. Et puis Oui. justement, moi, avec ma veille, je me dis, OK, on creuse un peu plus, on voit vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. On suit un peu les personnes qui testent ça, qui essayent de se rendre compte. Et puis finalement, on se dit, OK, ça reste un peu pour l'instant quelque chose de très inconnu, un peu un hot topic, un buzzword, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et donc voilà, moi, ça m'a permis d'être un peu prudent par rapport à ça et de laisser un peu venir. Et on voit maintenant qu'on en parle beaucoup, beaucoup moins et que ça restait un peu sceptique. Alors qu'il y a d'autres choses, que tu parlais de ChatGPT, où là, on a vite, en s'en intéressant, rendu compte qu'on ne pouvait pas laisser passer le train. Voilà, oui. Oui. Fallait en tout cas voir qu'est-ce qu'il y avait, tester et voilà, ça c'est donc c'est pour ça c'est évidemment intéressant, et si on reste focus dans sa petite bulle, on se rend pas toujours compte de ça. Et donc suivre des personnes qui testent, voir tester Oui, soi-même, ça très fait partie de la important. veille aussi. Oui. C'est vraiment super important, et je pense qu'on parle ici, on donne deux exemples par rapport à la technologie, mais par rapport à des tendances aussi autres qui sont liées à la technologie. On parlait tantôt du modèle 70-20-10 aussi, mais tout ce qui est peer-to-peer learning, ça revenait aussi. Tout ce qui est création de contenu, user-generated content aussi, moi, c'est quelque chose que je suis beaucoup, de voir comment est-ce qu'on peut faire créer les apprenants eux-mêmes du contenu, ou que tout le monde crée le même du contenu, l'apprentissage collaboratif. Il y a pas mal de choses qui arrivent là-dessus aussi. Donc voilà, il y a des tendances qui sont là aussi, et pas toujours et uniquement technologiques, quoi. Même si dans le monde dans lequel on vit, ça peut vite avoir une influence, quoi.
Et donc les avantages, hein, donc le pourquoi, c'est effectivement, on parlait gagner du temps, hein. Alors ça peut paraître paradoxal parce qu'on dit oui, ça prend du temps, mais ça nous en permet d'en gagner. Donc ça prend du temps de faire sa veille, mais ça permet d'avoir peut-être une longueur d'avance ou en tout cas d'être toujours à jour pour pouvoir. Et en fait, c'est ce qu'on voit en bleu en dessous, mieux orienter ses actions et sa prise de décision, hein. Donc à un moment, moi je reprends mon exemple du métavers, j'avais la question chez nous, est-ce qu'on investit là-dedans? Moi j'avais dit pour l'instant non. On ne va pas aller vers ça, il y a encore trop d'inconnus, c'est pas encore top. Tandis que maintenant, AI, hein, ChatGPT, mais tout ce qui est intelligence artificielle, oui, on doit prendre le train en marche et là, on doit aller dedans. Mais si je faisais pas ma veille, je pourrais pas me rendre compte de ça non plus. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais ça permet au moment de prendre la décision et des fois de manière très rapide, d'aller retrouver de l'info ou en tout cas d'être au courant de ce qui se passe pour pouvoir prendre une décision la plus pertinente possible. Oui. Alix, je ne sais pas si tu veux réagir Oui, par oui. rapport à Et ça en matière aussi. de qualité de l'information, je voudrais partager avec vous, je vais partager mon écran du coup, parce que finalement, on peut se dire faire de la veille d'information, c'est faire de la recherche d'information. Or, non, il y a vraiment une différence entre les deux. Et donc, j'ai une petite animation ici qui vous permet de mieux comprendre qu'à différents niveaux, tant au niveau de la démarche, des objectifs, de la durée, de l'évaluation des ressources, il y a vraiment des différences entre les deux. Donc moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est au niveau de l'évaluation des ressources. Quand on fait de la veille, à chaque recherche que l'on fait, par exemple sur Google, on va évaluer la ressource. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est récent? Est-ce que je peux faire confiance, etc. Alors qu'avec la veille, cette évaluation des ressources va être faite au début. Et une fois qu'on a identifié la ressource, puisque on va automatiser la venue d'informations de cette ressource-là, on ne doit plus réévaluer. On est vraiment sur un terrain fiable. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et alors, au niveau de la durée, c'est vrai que quand on fait de la recherche d'informations, en général, c'est bref et intense, alors que quand on fait de la veille, c'est beaucoup plus régulier et c'est beaucoup plus court aussi. Donc voilà, je vous laisse découvrir ces différences. Il y a un peu des postures différentes aussi. En matière de recherche d'information, on est plus dans de l'information et de la stratégie, alors que pour la veille, on est dans l'anticipation, de l'organisation, de la prévision. Donc voilà, j'espère que ce tableau vous aide à bien comprendre la différence et on va voir que la démarche est vraiment différente. Elle peut être complémentaire, hein, l'un n'exclut pas l'autre évidemment, mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Et puis après, on peut revenir. De toute façon, on vous partagera les liens après, Mhm. si vous voulez Oui, parce revenir que ce sur qu'on voulait vous dire, c'est que même à la fin, on vous partagera dans le chat un petit un contenu e-book. surprise. Non, Ouais. non, ne dis pas, Ah non, Alix, pardon, ne dis oui. pas, ne dis pas, on garde la Oui, pardon. surprise. On garde la On avait dit qu'on ne disait pas. Ouais, petit surprise à la fin où on partagerait une ressource justement Oui, qui pourrait fortement vous intéresser. Donc oui, voilà, voilà, tu peux reprendre la à main la alors, je pense. fin, à la Ouais. fin, je reprends la main, je partage mon écran, mais donc à la fin, petite surprise que vous recevrez par rapport à tout ça. Je vois ici, hein, je permets de faire un petit check dans le chat. Oui, approche complémentaire, par exemple, les mots-clés et les moteurs de recherche peuvent être Oui, utilisés pour la veille avec les alertes Google. Effectivement, hein, des fois, on voit des outils très cons. Ouais. Dans Google, il y a moyen de mettre effectivement des alertes avec des mots-clés. Et là, le choix des mots-clés est évidemment très, 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 très important. Mais oui. il y a moyen d'avoir effectivement pas mal de choses là-dessus. Et ça fait le lien, on parlait du choix des mots-clés et je te redonne la parole, Alix, pour Oui, prendre le point sur, on arrive pour avancer un peu dans notre ligne ici, sur le point 5, où on va vraiment aborder maintenant le chapitre sur comment organiser sa veille, hein. Et il y avait pas oui, mal d'attentes aussi oui, des oui, participants là-dessus aussi. Et oui, avec la oui. première étape qui est de définir ses besoins. Oui, oui, oui. Donc, organiser sa veille, c'est vraiment, enfin, moi, je le vois en trois parties. Donc, la première partie, c'est vraiment de définir ses besoins. Parce qu'en fait, il est essentiel. Tu peux le laisser ouvert, Jérôme, parce que oui. Il est vraiment essentiel d'orienter sa veille sur un thème ou un secteur particulier. On ne peut pas se renseigner sur tout. Donc, et ça, pour réfléchir à ce thème, pour moi, il est important de se poser 4 questions essentielles. Donc, quel est d'abord l'objet de votre veille? Est-ce que vous voulez veiller sur un secteur particulier ou sur plusieurs? Est-ce que vous voulez faire de la veille de vos partenaires, de vos concurrents? Donc déjà, répondre à ces questions va vous amener des éléments intéressants. La deuxième question, c'est quel est le sujet précis que vous voulez surveiller?
L'idée, c'est de faire une liste de sujets. Alors, par exemple, ici, j'ai pris un exemple. Par exemple, je veux m'intéresser sur la pédagogie, l'andragogie, donc la pédagogie pour les adultes. Donc, c'est intéressant de faire une carte mentale, en fait, de mettre des mots-clés et à partir de ces mots-clés, de brainstormer et d'avancer. Et là, ça nous permet d'avoir des mots-clés qui pourront nous intéresser ensuite pour rechercher des sources fiables. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième question. La troisième question, c'est à qui est destinée votre veille? Jérôme, tu peux descendre dans la petite box. Voilà, à qui est destinée votre veille? Est-ce que c'est pour vous-même? Ça peut être aussi pour vos partenaires, pour vos collègues. De nouveau, c'est des indications qui vont orienter votre recherche de sources. Et ensuite, pourquoi réaliser cette veille? Est-ce que c'est pour valoriser votre organisation? Est-ce que c'est pour valoriser votre propre expertise? Donc, en répondant à ces questions, vous pouvez définir le champ de votre recherche. Vous allez identifier les thèmes aussi et imaginer comment organiser votre veille. Donc, grâce à ça, vous aurez vraiment identifié vos besoins. Et c'est pas, on pourrait se dire, oui, non, mais mes besoins, je les connais. En fait, c'est bien de faire cet exercice de carte mentale, de se poser ces questions réellement, de les noter et parfois même peut-être d'y revenir. Une fois qu'on a fait sa veille, on se dit, tiens, mais en fait, il y a peut-être un thème là que j'avais identifié et qui m'intéressait. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas inclus? Donc, ce travail est vraiment intéressant de définir vos besoins. Sa veille. La deuxième étape, c'est rechercher des informations fiables. Alors, en gros, quand on recherche des informations fiables, on a deux approches. Soit, on appelle ça pull et push. Pour ça, l'anglais est vraiment efficace. Donc, pull, c'est aller à la recherche des informations, c'est faire de la recherche d'informations via différents moteurs de recherche, des sites connus, des favoris, des lectures, etc. Et il y a une autre manière, donc on va vers l'information, on est actif vers l'information. Et l'autre manière, c'est d'avoir du push, c'est laisser l'information venir à soi parce qu'on l'a organisée pour la récolter. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la définition de la veille. On est vraiment dans du push, quoi. Et donc, je vais vous présenter quelques outils pour trouver des sources fiables. Finalement, c'est vraiment ça qui est important. Donc, l'idée, ça va être de le faire de manière automatisée, pas manuelle. Et c'est d'aller chercher des outils qui vont vous permettre d'alimenter votre fil d'information. On appelle ça de la curation. Donc, comment faire? Donc, vous avez dressé votre liste des sources et des mots-clés que vous avez identifiés dans l'étape précédente. Et ensuite, vous allez chercher un outil qui va agréger dans un lieu, un ou plusieurs lieux, ça dépend, ce sera un peu, vous allez sentir un peu ce qui vous plaît, toutes les informations venant de ces sources. Alors, on peut faire ça via, en fait, il y a un peu, moi, j'ai identifié vraiment deux grandes catégories. Il y a les agrégateurs de fil RSS et les réseaux sociaux. Alors, les agrégateurs de fil RSS, il y en a plusieurs. Il y a NetVibes, Feedly ou Paperly. Alors, NetVibes et Feedly, c'est vraiment ce qui est bien, c'est qu'ils offrent, ils ont des versions freemium qui sont déjà très généreuses, alors que Paperly, c'est payant. Et donc, je vais vous présenter, donc Feedly, c'est ce site-là. Et en fait, comment ça se présente? Alors, moi, j'ai utilisé Feedly, mais je l'ai abandonné. Ça ne me correspondait pas. Mais donc, je vous présente un peu le brouillon que j'avais fait. En fait, en gros, vous allez vous abonner à des sites que vous avez identifiés. Vous pouvez aussi fonctionner avec des mots-clés. Donc, c'est des sites et des mots-clés. Donc, j'avais identifié l'atelier du formateur, la Digital Learning Academy, etc. Et grâce à ça, en fait, tous les jours, je peux voir qu'est-ce que ces sites ont produit comme information. Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau sur les sites. C'est un gain de temps énorme. Hein. Donc, dans un lieu, tout ce que j'aurais été voir l'un après l'autre, vraiment, c'est une espèce de revue de presse, en fait, dans un lieu particulier. Alors, c'est assez simple à faire. Par exemple, mais en fait, je vais faire comme ceci parce que, pardon, hein, mais avec la barre de partage, je ne parviens pas à accéder à mes… Voilà, je vais faire comme ça. Donc, par exemple, avant, j'allais souvent consulter le site de Sidologie, que je trouve vraiment assez intéressant, parce qu'assez impertinent, en fait. Je trouve qu'ils ont vraiment une vision assez intéressante des choses. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, dans Feedly, je peux
sélectionner le site internet et je peux ici, dans All, non, dans Digital Learning, oh là là, dis donc, je voudrais ajouter, voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Donc, j'ajoute ici, je mets le site, il le repère et il va aussi me proposer, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'inscrit sur Feedly, il va dire, mais qu'est-ce qui vous intéresse? Et grâce à ça, lui-même va vous proposer des tas de contenus super intéressants. Donc, en sélectionnant Sidologie, désormais, Sidologie va apparaître dans mon fil journalier d'informations. Donc, c'est très simple de s'abonner. Donc là, on peut suivre simplement. On peut dire que c'est dans Digital Learning. Et voilà. Et ensuite, vous pouvez organiser en fonction des informations que vous récoltez. Vous pouvez faire des boards, c'est-à-dire des thèmes différents. Donc, si vous voulez vous intéresser de manière très rapide sur les neurosciences, hop, vous cliquez sur votre board et vous avez toutes les informations qui viennent des sites qui traitent des neurosciences. Donc, c'est vraiment intéressant de déjà aussi un peu trier l'information par thème, etc., pour pas être perdu par un flot trop important. Donc, ça, c'est la première manière donc c'est avec les fils RSS. L'autre manière, c'est les réseaux sociaux. Alors, je pense que LinkedIn et Twitter sont vraiment deux réseaux sociaux qui sont très intéressants parce que beaucoup de gens de la formation, beaucoup d'acteurs de la formation partagent des informations très, très riches. Moi, je suis vraiment frappée combien le monde de la formation est très, très partageant. Il y a des gens qui passent des heures à écrire des rapports et hop, s'ils les partagent, comme ça, c'est ouvert, tout le monde peut aller le consulter. Donc ici, vous connaissez Twitter, donc c'est vraiment facile d'aller suivre des personnes. Vous pouvez mettre des mots-clés aussi, des hashtags. Il y a beaucoup d'hashtags. Donc, les hashtags, c'est plutôt des recherches transversales. Et là, vous allez rechercher des personnes qui vous intéressent, dont vous sentez qu'ils partagent un contenu intéressant. Et Twitter, alors je le présente, je passe assez vite, dans le sens où c'est des outils assez connus et de toute façon, la ressource qu'on vous partagera vous donnera plus comment y aller, comment s'y inscrire, comment faire des recherches ciblées. Et donc, je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. Et Twitter, donc il y a LinkedIn et Twitter. Et en fait, moi, je me suis abonnée aux deux parce que LinkedIn, pour moi, c'est vraiment les acteurs de la formation, mais plus institutionnels, ou les gens vraiment qui produisent des choses, alors que Twitter, ça va être plus des gens du terrain, quoi. C'est par exemple des centres de formation qui informent leurs apprenants. Donc parfois, on peut trouver vraiment des pépites très, très spécifiques. Donc je trouve qu'il y a vraiment, les deux se complètent très, très bien. Sur Twitter aussi, les gens vont plus partager aussi leur quotidien avec leurs doutes, leurs réussites, le fait qu'ils sont en train de travailler sur une ressource, qu'ils ont des difficultés, qu'ils demandent de l'aide au réseau, etc. Donc, il y a beaucoup d'interactions. Alors que sur LinkedIn, ils vont plus partager la ressource finalisée. Donc, c'est un peu il y a un côté plus officiel. C'est comme ça que je le dirais. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse. Je ne sais pas si, Jérôme, tu vois aussi cette différence entre Twitter et LinkedIn? Oui, c'est-à-dire que LinkedIn, les gens vont passer peut-être un peu plus de temps à produire le contenu, à le construire. Et d'ailleurs, je vous partagerai Oui, comment est-ce que moi je construis par exemple des posts LinkedIn aussi. Twitter, c'est plus voilà, on the flow, quoi, hein. Je partage quelque chose, une ressource ou voilà, un peu plus spontané, on va dire, oui, dans c'est le plus sens où spontané. Oui, c'est ça. moins peut-être Oui, travaillé. C'est pas pour ça que ça a moins de valeur, hein, au contraire. Mais oui. voilà, c'est plus vite un petit outil, une petite pensée, une petite photo, quelque chose. LinkedIn, C'est plus le voilà, quotidien, en fait. C'est le voilà. quotidien. C'est vraiment LinkedIn, ça. c'est plus des moments ou des réflexions aussi, mais qui sont un peu plus construites, hein. Moi, je passe Oui, voilà, un post LinkedIn, je suis vite à une demi-heure, trois quarts d'heure pour construire un post, hein. Donc, oui, voilà, oui, oui, tout sur à fait. Twitter, c'est une photo, voilà, vite Oui, une petite quote, un petit truc, et puis on y est, oui. quoi. Et Donc, le c'est une côté approche quotidien différente, est aussi intéressant pour repérer des bien sûr. gens sur une problématique particulière. En disant, tiens, lui, il s'intéresse à ça, moi aussi, est-ce qu'on ne va pas rentrer en relation et partager nos pratiques? Ce qui est intéressant aussi par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'ils sont partagés aussi les événements.
des événements, des salons, des colloques, etc. On peut aussi trouver les sites officiels. C'est aussi important de suivre des instances officielles dans le domaine de la formation. Et ce que je trouve très, très motivant, c'est de suivre des influenceurs. Il y a vraiment des gens qui influencent, qui ont vraiment une parole très innovante, très intéressante. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, c'était pour faire un peu la différence. Et le fait de repérer et de sélectionner ces sources, en fait, ça va en fait alimenter votre fil d'actualité qui va alors de plus en plus avoir de la valeur et de la fiabilité. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Aussi, je voudrais insister sur ce que ces deux réseaux sociaux, en fait, sont très intelligents. Et donc, très rapidement aussi, ils vont repérer ce qui vous intéresse. Ils vont vous suggérer des liens et des connexions. Et là, j'avoue que j'étais très bluffée, hein, vraiment très rapidement. Il m'a extrêmement bien compris. Donc ça, c'est assez bluffant. Donc voilà. Mais, et là, on peut revenir au Geniali, Jérôme. Pour moi, il y a aussi, donc faire de la veille, c'est faire de la veille via le web, mais il y a aussi pour moi, ça doit vraiment être complété aussi par une démarche de proximité. Donc, c'est intéressant d'avoir une démarche active en fait de proximité sur le terrain avec des personnes clés qui peuvent vous alimenter. Ça peut être des événements professionnels, un entretien avec des décideurs, participer à des colloques, rencontrer des gens du secteur, visiter des lieux inspirants. Moi, parfois, quand je vais quand je vais dans un musée, ben oui, tout d'un coup, je fais un lien avec une formation que je suis en train de construire. Donc, pour moi, la veille, c'est vraiment à la fois sur le web, mais il faut pas perdre le côté vraiment actif du terrain, quoi. Ça, j'insiste beaucoup. Alors, c'est vrai que pour le moment, moi, je suis beaucoup plus sur le côté via le web. Et souvent, je dois me rappeler en disant, mais non, mais ça vaut la peine d'aller voir à tel colloque, ça vaut la peine de participer à tel événement sur le terrain, parce que ça enrichit beaucoup les sources d'informations que l'on a. Par exemple, je suivais quelqu'un sur LinkedIn qui racontait qu'elle avait mis dans son agenda, en fait, tous les mois, elle programmait une rencontre virtuelle ou physique avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et donc, elle dit, voilà, je me force à mettre ça dans mon agenda et j'essaie vraiment de l'organiser. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place, mais que je suggère et que je pense que ça peut être vraiment porteur pour avoir cette complémentarité entre le web et le côté de proximité, en fait. Donc, voilà, ça, c'était sur le côté donc la recherche d'informations fiables. Volontairement, hein, j'ai pas été dans les outils parce qu'on pourrait passer des heures à expliquer ce qu'est un outil et on vous donnera des liens qui peuvent vraiment vous aider à bien et vite démarrer dans un outil pour la veille. Oui. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter, Jérôme. Mais je vois une question d'Hélène dans le chat pour toi, donc je me permets de la relayer. Oui. C'est Alix, tu as abandonné juste Feedly ou les flux RSS dans leur ensemble. Ça m'intéresse parce que j'ai commencé à chercher un peu des flux RSS et je trouvais peu de sites qui en avaient. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple, mais il y a des sites Internet qui permettent de transformer. Il y a un site Internet, je ne peux pas le dire maintenant ici, mais qui permet de transformer n'importe quel site en flux RSS. Donc, même si le site Internet ne propose pas de flux RSS, ce site tiers, on va dire, va vous permettre de le faire. Donc, ça, je pourrais essayer de retrouver et vous envoyer après. Donc, c'est possible. Et alors, j'ai abandonné Feedly parce que je trouvais que c'était moins réactif, j'avais moins d'allant à aller dessus. Et donc, finalement, moi, je fais ma veille qu'à partir de Twitter et LinkedIn. Je ne sais pas si, Jérôme, toi, tu utilises des agrégateurs de flux RSS? Non, pas en tant que tel non plus. J'avais testé aussi Feedly et autres, mais Oui. voilà, ça me correspondait pas spécialement et je pense que dans le choix des mots-clés, des thématiques ou autres, j'ai pas. Voilà, oui. ça me Maintenant, convenait j'en pas ai discuté exactement. avec quelqu'un qui me disait sur Feedly, en fait, parfois les gens mettent d'abord sur leur site internet, par exemple, un rapport ou une ressource, et puis quelques jours après, ils communiquent sur Twitter et LinkedIn. Donc parfois, il y a Ah, oui, oui, ça c'est peut ça, être une intéressant parce que c'est redondance. un peu. Ouais, Mais après, est-ce qu'on recherche ça? Peut-être pas. On n'est ouais, peut-être pas à la recherche vraiment tout à fait. directement. Non.
Et je vois aussi deux remarques de Luc, je salue d'ailleurs Luc, qui dit que LinkedIn peut aussi être spontané. Bien évidemment, hein, on ne disait pas que si vous voulez être spontané, n'utilisez absolument pas LinkedIn. On disait un peu les tendances et la manière dont les réseaux Oui, sociaux étaient construits. Mais effectivement, oui. LinkedIn peut être très riche aussi pour poser une question, faire un petit sondage aussi, hein, Ah que oui, j'ai bien déjà. sûr, bien sûr. La fonction sondage fonctionne vraiment bien. J'ai déjà utilisé quelques fois aussi. Et donc, ça permet d'avoir des réponses, mais aussi de voir, en fonction aussi d'effectivement comment est construit l'algorithme, mais de découvrir aussi des personnes, où des personnes vont participer à votre sondage. Pour reprendre cet exemple-là, j'ai déjà fait 2-3 fois des sondages, où des gens qui participent au sondage, mais qui ne sont pas spécialement dans mon réseau, et puis que j'apprends aussi à connaître, à découvrir et voir leurs activités. Et donc, c'est assez intéressant pour ça aussi d'utiliser là-dessus. Je vois aussi, Luc, pour réagir sur ta question et Pinterest. Je n'utilise pas du tout Pinterest pour ma Non, moi non veille plus. Non. pédagogique, mais comme c'est construit, j'imagine qu'il y a moyen de faire quelque chose aussi. Donc, si toi, Luc, ou quelqu'un a une expérience pour utiliser Pinterest, ben, n'hésitez pas effectivement à la partager, intervenir ou mettre votre expérience dans le chat. Euh, et je vois la question aussi de Léo Philibert, est-ce que vous avez une liste d'influenceurs LinkedIn dans notre secteur? Eh bien, figurez-vous qu'à la fin aussi, on a préparé, Alix et moi, notre top 3 des personnes, des influenceurs, on va dire, à suivre, notre top 3 des podcasts à suivre et notre top 3 même des articles, sites web à suivre aussi, enfin, que nous on suit. Donc, on vous partagera ça aussi à la fin. Voilà. Réseaux Donc ça, sociaux. c'est... Oui, je Oui. vois aussi encore Hélène, la réaction. Allez-y, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Comme ça, on prend un peu de temps aussi pour réagir par rapport à ça aussi. C'est ça l'interaction qu'on voulait donner là-dessus aussi et pas juste vous donner de manière très descendante des informations. Euh, oui, réseaux sociaux et contact direct, hein. Et donc, on parlait, enfin, Alix, toi, t'en parlais aussi un peu, hein, avec ben, l'anecdote que tu racontais avec la personne qui essayait de prendre contact avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Moi, petit partage d'expérience aussi, que j'intègre aussi dans la veille, c'est un moment aussi pouvoir avoir des personnes que j'ai une question. Alors, c'est peut-être de la recherche à ce moment-là, information, enfin, plus que que de la veille. Mais voilà, j'ai une question particulière, ben, je sais que je vais aller chercher cette personne-là un partage d'expérience aussi, ou que cette personne-là, elle publie régulièrement là-dessus. Si vous êtes intéressé, surtout sur, par exemple, évaluation de l'impact des formations, vous devez suivre quelqu'un comme Jonathan Petier, par exemple, hein. Mm. Et donc, à un moment, on peut aussi pouvoir le contacter directement ou contacter d'autres personnes, pour dire, voilà, j'ai cette question-là, et là aussi, quoi. Donc, voilà, là-dessus aussi. Top. Oui, les hackathons. Alors, avec Epsilon, hein, on voulait organiser un hackathon. Il était organisé, si je me souviens, fin mars, début avril 2020. Donc, il a dû tomber à l'eau. Mais le but était aussi d'échanger avec les personnes et de co-construire aussi. Et donc, c'est aussi un peu de la veille qui est donc effectivement quelque chose d'assez intéressant là-dessus aussi. Merci pour vos réactions. On passe au point 7, Alix. Oui, oui. Donc maintenant, vous avez identifié vos besoins, vous avez récolté des sources fiables. Et maintenant, évidemment, il faut les trier, prioriser et classer pour mieux retrouver ces sources. Et donc, là aussi, il y a deux outils. Il y a Feedly. Feedly permet ça. Je ne vais pas le présenter parce que je ne le connais pas si bien que ça, finalement, puisque je l'ai abandonné. Mais il y a Pocket. Donc, je vais présenter Pocket. Donc, je vais vous montrer. Alors, Pocket, je trouve ça un outil formidable. Si j'ai accès à mes trucs, voilà. Donc, Pocket, ça permet d'avoir, en fait, à tout moment, donc moi j'ai ça dans mon téléphone également, c'est toute information que je vois passer dans ma veille ou même dans mes lectures à côté de ma veille ou même dans des projets, de les mettre dans ma poche et de dire ça m'intéresse. Et donc, ce qui est très, très important, c'est que quand vous avez un article ou un post que vous jugez vraiment intéressant, il faut immédiatement le qualifier tout de suite dès votre lecture. Ça, c'est vraiment mon conseil. Directement, classez-le. Et pour ça, Pocket est vraiment pratique parce que vous pouvez le classer depuis votre téléphone, depuis votre ordinateur. Et donc, j'ai créé un tas de... voilà, ici. J'ai créé un tas de, ils appellent ça des labels, mais c'est en fait en gros un tas de tags dans lequel je classe
Je classe selon le thème. On peut classer aussi selon plusieurs thèmes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc, on accumule en fait une série de ressources par thème. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, mais on collecte, il faut lire. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Donc, faire de la veille, c'est pas seulement collecter de l'information, c'est aussi la lire. Alors moi, souvent, je ne la lis pas au quotidien, je dois l'avouer. Donc, je la collecte, mais par contre, le fait de l'avoir classée par thème, quand un thème m'intéresse ou quand je dois me mettre dans un thème, eh bien, je vais revoir toutes les sources que j'ai trouvées. Donc, par exemple, sur la veille informationnelle, voilà, j'ai trouvé un tas de ressources qui m'intéressent et que je vais aller relire alors après calmement. Et là-dedans aussi, je vais un peu nettoyer aussi ce que j'ai fait. Parfois, c'est des choses anciennes qui sont plus d'actualité. Parfois, je me dis, ah, mais cette personne-là, c'est vraiment intéressant, pourquoi pas la contacter par ailleurs. Donc, le fait de classer immédiatement dès la lecture, ça, c'est très, très important. Donc, pour moi, mon outil de tri et mon outil qui permettra de prioriser, c'est Pocket. Ça, c'est le conseil que je propose. Je ne sais pas si, Jérôme, tu utilises un autre outil qui permet d'immédiatement classer pour mieux Oui. retrouver. Donc moi, nous, comme je vous disais, hein, au sein de mon équipe, on doit faire cette veille un peu collective. Et Oui, donc, nous, on utilise un outil dont le principe est relativement similaire à celui de Pocket, qui s'appelle BubbleUp. Non seulement il a un nom sympa, mais je vais vous partager mon écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais donc, le principe est exactement le même. C'est quand quelqu'un, donc là, on travaille de manière collective et collaborative, voit quelque chose qui est intéressant avec une thématique, mais directement, il le sauve dans une espèce de bibliothèque virtuelle et il le classe dans un certain dossier. Alors, ça ne veut pas dire effectivement qu'on le lit tout de suite, mais si à un moment, OK, on recherche de l'information sur gamification ou autre, ben, on sait à cet endroit-là, on a sauvé tous des articles ou des ressources qui peuvent nous documenter sur ce point-là. Donc, c'est quelque chose qu'on construit au quotidien et qu'une personne a peut-être lu et dit, bah, OK, ça a du sens, ça a du potentiel et donc je le mets dans notre bibliothèque virtuelle, mais que tout le monde peut consulter s'il est concerné. Donc, je vais juste vous partager pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, voilà. Normalement, vous allez voir mon écran ici qui apparaît. Donc, en fait, c'est organisé. Donc, vous organisez un peu vos dossiers comme vous voulez. En fait, quand vous voyez un article, quand vous le sauvez, en fait, ben, vous choisissez où est-ce que vous le mettez. Mais donc, par exemple, si je prends ici les Topics, ben, vous allez voir tous les thèmes qu'on a ici. Hein. Donc, si je veux des choses sur le mobile learning, ben, je peux voir ici, ben, voilà, j'ai deux choses qui sont là-dessus. Si je veux aller sur tout ce qui est, je sais pas, Learning Analytics, ben voilà, je peux voir aussi des ressources qui sont spécifiques à ça. Donc, c'est un peu le même principe aussi. Et donc, et voilà, depuis ça ton permet. téléphone aussi, alors tu Et peux depuis le le… téléphone, c'est Oui, c'est ça, bien possible sûr, ouais. aussi, bien sûr. Donc, ça, c'est ce qui nous permet de le faire. Dans notre pratique, on utilise un peu moins le téléphone, mais moi, ça m'arrive quand même aussi sur le téléphone. Mais donc, vous voyez, donc on a récolté, on va dire, pas mal d'infos ici aussi. Et donc, voilà, on peut même faire des sous-folders, comme vous pouvez voir. Donc, voilà, un autre outil qui fait la même chose hein, et qui permet de sauver certaines choses aussi et de pouvoir aller les rechercher au moment où on en a besoin Oui. également. Alors, Hélène demande si on utilise la version gratuite. Donc, moi, je l'utilisais gratuite et puis j'ai décidé de payer pour, euh, pour que ce soit bien préservé, quoi, bien sauvegardé. Mhm. En fait, Et de c'est mon côté, tellement rassurant de savoir qu'on a tout dans Pocket que je dis, ah là là, j'ai pas envie j'ai ouais, pas envie d'un jour perdre toutes ces informations capitales, ouais. quoi. Et pour Bubble Up, nous, c'est une version gratuite ici et qui, pour l'instant, nous a pas mis de limite aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même télécharger par folder toutes les ressources. Donc, si c'est des PDF, ben, il va télécharger le PDF et sinon, ce sera le lien URL aussi. Donc ouais, parce que ça nous est déjà arrivé, quelqu'un qui n'a pas accès parce qu'il faut se créer un compte pour avoir accès aussi et il veut pas spécialement avoir d'accès à toute la bibliothèque, ben, on télécharge les ressources et on lui transmet les liens. C'est assez facile aussi. Donc, Oui, une oui. fonctionnalité intéressante aussi que nous, on utilise aussi dans BubbleUp. Voilà, donc ça, c'était les trois étapes pour faire de la veille. Donc, définir ses besoins, rechercher des sources fiables et organiser sa veille en la qualifiant immédiatement au moment où vous avez repéré un article qui vous intéresse.
Donc, avec ça, vous allez vraiment faire venir à vous des tas d'informations fiables. Parfois, vous allez vous abonner et dire, mais en fait, cette personne, elle n'est pas intéressante, elle parle que d'elle ou elle, tout arrive. Et donc, hop, vous vous désabonnez, c'est pas grave, elle ne saura pas. Et donc, il faut être un peu patient aussi. Au début, on voit il y a des ratés. Il faut aussi se réabonner à d'autres. C'est intéressant aussi d'aller voir sur LinkedIn et Twitter, d'ailleurs, d'aller voir qui suit. Vous repérez un influenceur et vous allez voir qui il suit. Et en général, il a des bonnes sources d'informations. Donc, c'est intéressant de voir ces sources d'informations et de s'y abonner. De nouveau, tester un peu, est-ce que ces sources-là sont de qualité? Se désabonner, continuer. Donc ça, c'est sur Twitter et LinkedIn, hein, on peut vraiment voir sauf si la personne cadenasse, mais dans notre secteur, peu de gens cadenassent. Hein. Vraiment, dans le secteur de l'information, c'est très, très, très partageant. Donc, voilà, ça c'est ma recommandation, d'aller voir à quel groupe aussi ils font partie. Sur LinkedIn, il y a des groupes très, très, très actifs. Donc, quand vous repérez quelqu'un ou une institution, allez voir qui il suit, quel groupe. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous partage. Tout à fait. Et je vois la remarque encore d'Hélène. Pearl Trees, j'avais essayé une fois, mais il y avait l'aspect collaboratif, en tout cas, nous permettait pas de faire exactement ce qu'on voulait. C'est pour ça qu'on l'avait pas choisi. Et l'autre, Wakelet, je connais pas. Donc voilà, mais ça m'intéresse. J'irai Oui, il voir y en a après ce que plein, c'est hein, il y en a aussi, plein. quoi. C'est un Oui, il y en secteur a plein, mais je pense que là forcément. aussi, c'est allez, Oui. comme pour beaucoup d'outils, hein, tester, voyez ce qui vous correspond le mieux aussi. Ça prend un peu de temps, mais après, vous avez un outil qui vous correspond aussi, puisque l'outil dépend toujours de ce que vous voulez en faire et de comment vous l'utilisez, quoi. Mais ce que je propose, Alix, avant de passer au point 8 et 9 proactif, parce que le premier point était bien de définir effectivement ses besoins, mais peut-être si les participants dans le chat, vous pouvez mettre peut-être les 2-3 mots-clés que vous utiliseriez, hein, on parlait dans Google ou dans d'autres outils, en fonction un peu de vos topics. Quels seraient les besoins, hein, et donc, Alix, toi, tu avais partagé ta carte heuristique, la carte mentale avec différentes thématiques. Sur l'andragogie, oui. Ouais, voilà, si chacun peut partager peut-être un ou une ou deux thématiques sur lesquelles il travaille ou en tout cas il a un besoin de faire de la veille. Je pense que ça peut être intéressant. Peut-être si d'autres disent, moi en fait, ça m'intéresse aussi, ou je suis celui-là ou celui-là. Donc voilà, peut-être prendre 1 ou 2 minutes où chacun peut mettre dans le chat, voilà, quels seraient ses besoins ou sur quelle thématique il fait déjà ou il aimerait faire de la veille, quoi. Hein, je pense qu'on fasse ce petit exercice-là, chacun. Et Alix, on peut jouer le jeu aussi et nous mettre Oui, quoi d'accord. on est bien occupé, quoi. Orientation tout au long de la vie chez Hélène, innovation pédagogique chez Sabine, agilité mentale et résilience pour Olivier, les compétences chez Jeanne. Andragogie, digital learning, gestion des talents, bilan de compétences, progrès, qualité de vie au travail, leadership, plein de choses, Luc, ça ne m'étonne pas de toi, tiens. Leadership, effectivement aussi. Et voilà, et tout ce qui est aussi rôle du leadership dans le développement des compétences, et on fait des liens. C'est aussi quelque chose sur lequel nous, on est en On train peut croiser. Ouais. qu'on peut croiser effectivement là-dessus. Ok, n'hésitez pas, maman, dans le reste, dans la petite demi-heure qui nous reste ici dans le webinaire, si vous avez encore des topics précis à les partager, parce que peut-être qu'on peut faire des liens aussi par rapport à ce que nous, on a. Ça nous amène ici au point 8. Hein. Donc, on disait organiser sa veille. Hein. Donc, évidemment, c'est actif. Mais on voulait aussi insister dans le point 8 et 9 sur vraiment être proactif aussi, et en partageant soi-même de l'information ou en créant du contenu. C'est aussi une manière de faire de sa veille aussi. Et en partageant comme on disait, avec d'autres collègues, des partenaires, pour effectivement mutualiser. Donc, un peu le petit exercice même qu'on a fait ici, hein, à moindre échelle, c'est un peu ça aussi, c'est partager cette info-là aussi sur quoi on est occupé. Ça permet d'aller ailleurs. Salut Julie, pas de souci, bonne réunion. Ça permet aussi de déceler aussi peut-être certaines choses, et je vois aussi sur LinkedIn ou sur Twitter, je cherche de l'information là-dessus, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça permet de créer
des contacts et d'aller chercher aussi de l'info. Et donc, ben voilà, on parlait de Feedly, Twitter, LinkedIn, avec quelques petites consignes aussi par rapport à la rédaction de messages. Parce que là, il y a évidemment pas mal de choses qui sont faites et pour voir qu'est-ce qui marche aussi. Hein. Et donc, par exemple, moi, il y a tout un moment où j'étais peut-être pas dans ma veille, mais dans la recherche d'informations sur comment créer un post LinkedIn et comment fonctionne l'algorithme LinkedIn aussi, hein, pour voir après quelle est la meilleure manière d'écrire, de poster et donc là, c'est aussi, il y a pas mal de choses et c'est aussi intéressant d'aller voir tout ce qui se fait là-dessus, quoi. Hein. Donc, voilà, des messages concis, utiliser les hashtags hein, pour le recensement aussi, un call to action clair. Hein, et souvent, ça, c'est pas toujours évident, mais de voir qu'est-ce qu'on attend finalement comme réaction ou comme action de nos participants. Le ton de la conversation, et là, c'est assez intéressant de voir aussi quel est le ton que vous voulez utiliser. Il y en a de très formel, très informel, décalé. Hein. Tu parlais tantôt de Sido qui était plus sur un ton un peu décalé. Ben voilà, ça, c'est chacun aussi un peu veut mettre sa petite touche. Hein, il y en a qui sont très critiques, remises en question. Et voilà, et il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Hein. C'est chacun aussi qui définit un peu quel est le ton que vous voulez donner aussi. L'utilisation des emojis, hein, mais effectivement pas trop non plus. Mais de temps en temps, ça met un peu, voilà, c'est assez attractif, ça met un peu aussi d'interprétation dans les mots que vous pouvez donner. Donc, je pense que ça, c'est assez intéressant à faire aussi. Donc, n'hésitez pas à effectivement partager de l'info. Vous découvrez quelque chose, partagez-la, ça va vous permettre de continuer à faire de la veille aussi. Ça ne s'arrête pas juste Oui, et alors au j'ai début, découvert, j'ai conseillé, c'est aussi, voilà, je le partage. Quoi. oui, oui, et au début, on peut juste partager le post, et puis après, vous pouvez partager et le commenter. Donc ça Exactement. augmente effectivement votre Oui, oui. visibilité. Oui, Et le commenter et demander l'avis des autres personnes aussi. Hein. Et donc là, le oui. call to action, pour revenir à ça, est très clair. Voilà, moi je pense ça. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi? Et voilà, ça permet aussi de faire Mhm. de partager cette information-là et d'engager aussi les personnes. Et alors, il y a vraiment donc il y a le partage d'infos. Hein. Donc, on reprend de l'info qu'on diffuse, qu'on repartage. Et alors, il y a la vraie création de contenu via LinkedIn ou Twitter. Et là, c'est là où je disais, moi, j'avais passé pas mal de temps ces derniers temps là-dessus pour créer du contenu. Et ça prend vraiment du temps. Donc ça, je pense qu'on sait, hein, il faut être honnête, ça prend du temps de créer du contenu aussi. Hein. Comme je vous disais, moi, pour un post, donc ce n'est pas un article LinkedIn, un post LinkedIn, j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure, des fois un peu plus. Je connais des personnes qui bloquent une demi-journée par semaine pour faire un ou deux posts LinkedIn. Donc c'est vrai que ça prend du temps aussi de faire un bon post LinkedIn, par exemple. Donc voilà, ça prend du temps, mais c'est très, très, ça peut être très qualitatif aussi. Mhm. Moi, j'ai eu beaucoup de retours aussi par rapport à certains posts LinkedIn. Ça m'a ouvert un peu mon réseau. J'ai découvert aussi d'autres articles, d'autres pratiques, des événements même aussi, en publiant moi-même du contenu. Donc voilà, si ça vous convient, parce que ça, de nouveau, ça ne convient pas à tout le monde, mais si vous avez envie, si ça vous convient, et que vous avez vous préférez mettre du temps là-dedans, ben, n'hésitez pas surtout à le faire. Donc ici, quelques petits conseils de rédaction que vous pouvez voir. Hein. Rien de bien transcendant là-dedans, hein, mais peut-être du bon sens. Alors, je vous ai mis aussi la méthode AIDA, parce que c'est justement quelque chose que moi j'ai découvert en m'intéressant un peu sur comment faire un post LinkedIn. Et donc, en fait, c'est construire son post en 4 étapes. Hein. Ça vient du marketing, évidemment. Donc, le premier, le A, c'est un peu l'attention, awareness, hein, donc capter l'attention. Hein, donc, une première phrase choc, hein, on va dire, pour vraiment dire, OK, mais ça. Hein, donc, commencer par exemple votre post LinkedIn par bonjour, cher réseau. Non. Hein, mettre une phrase à la limite un peu provocante, une citation, enfin, quelque chose qui va attirer, en tout cas, qui va dire, mais qu'est-ce qui se passe? L'intérêt, donc aiguiser l'intérêt, montrer en quoi ça a de la valeur pour la personne aussi. Hein. Je vais vous montrer les 3 points, ou je vais vous montrer ça, ou j'ai eu ça comme situation, les gens vont s'y reconnaître. Désir, c'est simuler, OK, mais je veux en savoir plus. Ah, il y a un article qui parle de ça. Ah bah OK, ça m'intéresse. Ah, mais je veux en savoir plus, quoi. Et après, vous débouchez
à la fin. Et donc, c'est ça le dernier A sur l'action, c'est déclencher l'action. Hein. Qu'est-ce que vous attendez? Donc, finir par ça. Cliquez là-dessus, allez voir ça, commentez, mettez un like, suivez cette personne. Enfin, voilà. Donc, ça peut être des call to action. Donc, en 4 étapes, cette méthode AIDA. Et je vous ai mis aussi en dessous l'aspect régulier. Et voilà, ici, c'est un one-pager qui a été fait par Xavier Decaux, que vous connaissez peut-être, un spécialiste belge de tout ce qui est LinkedIn, qui a analysé un peu l'algorithme. Hein, et quand je vous disais que j'avais un peu étudié ça pour voir quand poster, comment poster, ce genre de choses. Par exemple, ne pas mettre de lien directement dans votre post, hein, parce que LinkedIn, il n'aime pas que vous quittiez LinkedIn. Et donc, le post, c'est pour ça que vous voyez régulièrement des posts où le lien est mis en commentaire, par exemple, parce qu'il est moins bien référencé si vous mettez ça. Voilà, toutes des petites choses qui sont assez intéressantes à voir là-dessus. Donc, voilà, si vous avez du temps, et en plus, je trouve qu'intellectuellement, c'est très intéressant de publier du contenu parce que ça fait réfléchir, OK, mais qu'est-ce que je veux publier? Comment est-ce que je veux le faire? Oui, Et ça permet aussi de structurer. Parce que, oui, de synthétiser une pensée. Hein. Oui, vraiment. exactement. Et Oui. tu disais tantôt, Alix, et je pense qu'on est un peu tous confrontés à ça, avec beaucoup d'infos. Donc, il y a beaucoup d'infos qui nous arrivent ou qu'on récolte nous-mêmes. Et après, dire, OK, mais si je dois le partager, le rediffuser, ça me Oui, permet, ça m'oblige à devoir synthétiser, mais quels sont les éléments clés, qu'est-ce qui est important? Et en oui. faisant cet exercice-là, on retient nous-mêmes plus facilement. Et voilà, et récemment, j'ai publié quelque chose sur la vidéo, par exemple, la vidéo pédagogique, vidéo information. Donc, j'ai accumulé plein d'infos, d'expériences autres. Je dis, mais en fait, c'est quoi les points essentiels? Et donc, pour faire mon post, ça m'a obligé à définir, mais en fait, c'est quoi une vidéo information, quand l'utiliser et autres. Et donc, c'était assez intéressant pour synthétiser aussi. Ça oblige à synthétiser en partageant l'information. Mhm. Tu veux ajouter quelque chose, Alix, ou réagir Non, non, je trouve que les par conseils rapport sont à ça? très, très pertinents. Oui. Top, top. Alors, je vois que le temps avance et on arrive Mhm. au point 10, donc c'est bien. Mais avant les quelques petites surprises de la fin, Alix et moi, on voulait vous faire un peu mettre le pied à l'étrier, hein, on va dire, et à vous de jouer. Donc, peut-être pour ça, Alix, je te laisse présenter un peu Oui, la petite activation exercice qu'on va oui, vous oui, oui. proposer ici. Donc, vous voulez vous demander d'identifier, donc en sous-groupe, si c'est possible, d'identifier 5 sites ou influenceurs ou mots-clés que vous désirez suivre en répondant à 3 questions. Donc, quel site je visite régulièrement dans mon quotidien? Qui j'admire dans mon secteur? Est-ce qu'il est sur Twitter, sur LinkedIn? Et qui est le leader dans mon domaine? Donc, en échangeant peut-être entre vous, ça va, vous avez déjà partagé des tas d'informations. Et donc, peut-être qu'après, on pourra revenir en plénière et agréger toutes les bonnes idées que vous aurez. Et je laisse maintenant la parole à Alix pour partager aussi ses top ressources Ah oui, également avec vous avant que moi je partage les miennes et on verra si on en a peut-être en commun, qui sait. donc, pardon, je suis. Voilà, ça, c'est les 3 fois 3, on va dire. Mais je vois qu'il n'y a pas les liens. Enfin, on va voir. Non, il ne prend pas les liens. Zut, je mettrai les liens plus tard. Donc, en fait, je présente. Moi, les 3 podcasts que j'aime écouter, c'est Never Stop Learning. Les invités sont vraiment très intéressants. L'entreprise apprenante, j'ai beaucoup appris sur ce concept et surtout les acteurs du terrain qui peuvent en témoigner. Et puis, il y a C'est quand la pause. Peut-être que tu l'as mis, Jérôme, dans ton truc. Mais en tout Bien cas, sûr que je l'ai mis, oui, je ne pouvais c'est pas ça. faire autrement, hein, Alors, au bien sûr. début, j'avoue que je trouvais ça un peu long comme podcast. Ça ne convenait pas à mon trajet à vélo que je fais chaque jour. Mais par contre, les sujets sont très intéressants, le concept est intéressant, les sujets sont vraiment bien traités et les ressources aussi m'intéressent beaucoup dans les ressources que vous partagez. Donc ça reste un très bon podcast en matière de learning. 3 sites web, l'atelier du formateur. L'atelier du formateur partage énormément. Ils ont un atelier d'ailleurs de veille, mais qui est payant. Mais au-delà de ça, ils ont vraiment un site qui partage énormément. Ils ont aussi une newsletter qui paraît tous les vendredis. Il y a la veille sur les innovations en formation avec des mots-clés très intéressants. Donc, je partagerai les liens très concrètement. Et alors, Taught Cursus, qui est un site assez ancien hein, sur la formation en général, pas que sur le digital learning,
Mais je trouve que, en tout cas, ils ont une vision de la formation qui est très large et qui souvent ouvre la perspective. Donc, c'est vraiment très intéressant. Les 3 influenceurs. Alors, pour moi, il y a Diana Portela, qui est vraiment une fille sur LinkedIn, qui est une fille très engagée en digital learning, qui a vraiment un positionnement très intéressant, qui m'inspire beaucoup. Et en fait, j'aime la retrouver. Je l'attends en fait souvent quand je vais sur le site, quand je vais sur LinkedIn, je dis tiens, est-ce qu'elle a posté quelque chose? Gérald Thiraud qui fait une veille d'information dans le digital learning, dans la formation qui est incroyable. Donc là, vraiment un influenceur vraiment majeur, je pense. Et alors Nicolas Roland, moi j'aime beaucoup le suivre, mais je le préfère sur Twitter que LinkedIn parce que sur Twitter il est plus dans le quotidien, il est plus dans ses doutes, dans ses recherches. C'est vraiment quelqu'un c'est vraiment un chercheur. Il recherche des nouvelles, des innovations. Il a vraiment un point de vue à la fois académique mais très ancré sur le terrain. Donc il est belge, hein, il est de Bruxelles et donc pour moi c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc voilà un peu les trois influenceurs, 3 podcasts et 3 sites web. Top, merci. Si vous aviez les mains, n'hésitez pas à réagir dans le chat aussi. Et pour revenir sur Nicolas Roland sur Twitter, c'est aussi lui qui est dans le podcast C'est quand la pause, que j'ai la chance de co-animer avec lui aussi. Donc, c'est dans mes ressources, mais de manière évidemment totalement subjective, hein, puisqu'on s'est lancé il y a un peu plus d'1 an. On a déjà fait une trentaine d'épisodes là-dessus, dans C'est quand la pause, sur la formation sans. Et en fait, le concept, c'est qu'on enlève un élément de la formation et on discute dessus. Et on a toutes des recos et des ressources aussi. Donc, voilà, un peu d'auto-promotion. Mais ce que je veux dire aussi par rapport à ça, avant de partager mes ressources aussi, c'est que le fait, parce qu'on parlait de création de contenu, et donc je parlais de post LinkedIn, mais là aussi le fait de faire un podcast, en fait, nous oblige aussi à faire de la veille et Oui. la construire, hein. Donc chaque épisode, on a une thématique différente. Et donc, on a fait par exemple un épisode sur tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, où je ne suis pas, je me considère pas du tout comme un fin connaisseur ou un expert là-dessus. Mais donc, pour le préparer, j'ai dû aussi aller faire de la recherche d'infos et donc aller voir dans ma veille comment je la structure pour préparer l'épisode. Et donc, voilà, le fait de devoir créer du contenu, donc créer un podcast sur la formation, sur une thématique spécifique, oblige aussi à bien structurer, synthétiser sa veille sur ce sujet-là aussi. Donc, voilà. Là-dessus, mais j'ai d'autres, évidemment, d'autres choses. Par rapport au podcast, je vous parlais tantôt de Jonathan Potier qui a lancé aussi quelques épisodes de podcast Retour sur les attentes, donc l'évaluation en formation. Donc là, c'est vraiment orienté sur évaluation, impact, mesure de l'efficacité de la formation. Et les 2 autres ne sont pas des podcasts, mais c'est des chaînes YouTube, parce que je suis pas mal ça aussi. Il y en a un, c'est si vous êtes dans Notion. Moi, je me suis lancé dans Notion il y a 1 an maintenant. Donc, et je ne connaissais pas grand-chose. Et donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Islo qui publie plein de petites choses sur comment utiliser Notion, qui fait des templates, qui donne des petits tips and tricks et autres avec les nouvelles tendances. Donc, voilà, je suis pas mal là-dessus. Et alors, quelqu'un pour tout ce qui est petites astuces, fonctionnalités Microsoft, hein, donc SEP Connect. Donc voilà, on vous mettra aussi tous les liens dedans. Mais donc, lui, pour toutes les astuces Microsoft, évolution et autres, de se tenir au courant de qu'est-ce qui va arriver. Et une fois que c'est arrivé, il les teste en avant-première et montre un peu à quoi ça ressemble, des choses très pratiques. Voilà, ça m'inspire, enfin, ça me donne pas mal de choses aussi là-dessus. Au niveau de newsletter, articles, website, newsletter, celle de David Velu, Émergence, que vous connaissez peut-être aussi, qui est assez sympa, où voilà, il y a différentes rubriques. C'est très documenté, hein. Très Vraiment, documenté, oui. effectivement, aussi, avec des ressources, des fois du monde de l'information ou pas, mais toujours en tout cas en lien avec l'apprentissage. Un autre site qui est dans mes favoris, et en fait, chaque année, il y a une étude qui est faite sur les top tools for learning de Jen Hart. Donc, il n'y a vraiment une fois par an, ça fait le top 200 des outils qui sont les plus utilisés en formation. Donc, on pourrait dire, bah oui, mais c'est qu'une fois par an. Mais moi, je vais régulièrement le consulter pour voir, OK, tel outil, où est-ce qu'il en est, quelle est sa progression, qu'est-ce qui vient pas. Donc, ça permet de voir, en fonction du type d'outil, les tendances. Et donc, chaque année, depuis des années, par exemple, le top 10 ne sont pas des outils de formation à la base. C'est YouTube, WhatsApp et Google, hein, donc, qui sont les top 3. Donc, c'est assez intéressant pour voir aussi
qu'est-ce qui est utilisé. Euh, et alors, il y a aussi, en fait, là, c'est plus un Genially, mais qui est hyper riche. Hein. Donc, c'est la pédagogie illustrée avec toutes les illustrations qui sont faites de HEC Mm, Montréal. Et mm. donc, là, ben, régulièrement, je vais voir en fonction de certaines thématiques aussi. Donc, c'est aussi dans mes favoris. Je vous mettrai le lien aussi. Et je vois effectivement là, ben, je vois que vous partagez encore. Donc, ça, c'est chouette. Pas mal de choses là-dedans. Et alors, au niveau des influenceurs aussi, hein, puisque ça vous intéressait, sur LinkedIn, moi, il y en a deux. Il y a David Kelly qui a lancé The Earning Guide, donc c'est un Américain qui publie pas mal de choses sur des articles où il fait le lien vers des présentations qu'il donne, parce qu'il donne pas mal de conférences aussi. Et donc, lui, c'est tout ce que l'influence de la technologie sur l'apprentissage. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi. Et alors, il y a quelqu'un que je suis, moi, c'est surtout pour l'aspect visuel, en fait, qu'elle arrive à certains concepts, les visualiser. Donc, il s'appelle Jeff Kortenbosch, et donc, qui lui, en fait, publie sur LinkedIn des petits visuels qui permettent de comprendre certains concepts ou sa vision de l'apprentissage. Et je trouve que c'est chaque fois très percutant parce que c'est très visuel. Et alors, un troisième, où là, je vous mettrai aussi sa référence, c'est pas sur LinkedIn, même s'il est actif sur LinkedIn, mais il a un blog, donc c'est Jonathan Lefebvre, pour tous des outils de productivité. Donc, il partage aussi comment est-ce que lui est plus productif et tous les outils qui sont possibles et qu'il a testé avec les avantages et les inconvénients. Donc là, petit conseil, allez voir ce site une fois que, enfin, d'abord en ayant identifié quel est votre besoin en productivité, parce qu'une fois que vous arrivez là, vous vous dites, mais en fait, je ne suis pas du tout productif, il faut que je fasse ça et ça et ça et ça et ça. Et on ressort des fois peut-être un peu découragé. Donc, identifier d'abord, OK, sur quoi j'aimerais bien être plus productif, et puis alors après, y aller, quoi. Donc voilà, on vous mettra toutes ces références aussi dans le lien de suivi si vous ne les avez pas pris au vol ici en note. Voilà ce que moi, je voulais aussi vous partager. Merci à tous ceux qui ont partagé dans le chat aussi. Et Alix, je te laisse pour la petite surprise qu'on avait prévue aussi. Parce que je vois qu'il est déjà 14 heures, donc une petite minute pour partager la petite surprise qu'on avait prévue à tout le monde Ouais. avant de prendre congé. Voilà, donc c'est un e-book, c'est pas une formation, c'est un e-book dans lequel on a partagé tous les conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui. Aussi l'aspect pratique par rapport aux outils que je n'ai pas abordé ici. Donc là, vous allez trouver des liens intéressants. Et voilà, j'espère que ça va vous encourager à rentrer dans ce cycle. Mais c'est un cycle qui après tourne et qui donne beaucoup de satisfaction. Top. Voilà. Non, merci Alix en tout cas pour ce petit webinaire co-animé. C'était très chouette. Merci à vous tous pour les réactions aussi. Et n'hésitez pas aussi à nous recontacter même par après sur les différents réseaux si vous voulez encore un partage d'expérience ou autre. Hein. Comme vous avez pu comprendre, on est preneur évidemment de toujours partager, s'enrichir mutuellement. Donc n'hésitez surtout pas. Et moi, j'ai vraiment un message aussi à vous faire passer. C'est n'ayez pas peur de tester et de faire vos propres veilles. En fait, c'est hyper individuel. Voilà, moi avant, j'accumulais beaucoup de newsletters, mais en fait, je prenais jamais le temps de les lire. Et donc, moi, ce qui marche bien, c'est prendre 10 minutes tous les matins, me faire mon fil LinkedIn, par exemple. Il y en a d'autres à qui ça convient pas. Donc, essayez, voyez ce qui vous correspond le mieux, mais vous avez vous avez tout à y gagner. Oui. Et dernier conseil, un peu de patience aussi. Parce que Ouais, parfois, c'est bon de se dire oh là là, ça ne vient pas, mais si, ça va venir, forcément. voilà, Les bonnes informations vont venir. super. Donc voilà, patience et individualisation, de toute façon. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Hélène. Je vois que tu as mis une petite ressource supplémentaire aussi, un support de la veille dans le chat. Donc merci pour ça. Merci à tout le monde et Merci. ben, à très bientôt. Donc.